Mesdames et messieurs, bienvenue à notre superbe conférence, le pavillonnaire Une nouvelle ressource. Vous êtes nombreux, incroyablement nombreux. Alors, zéro artificialisation nette, il y a une nouvelle réglementation, le ZAN. Entièrement, ça fait qu'on a moins en moins de terres constructibles. On peut répondre avec des surélévations, les extensions, les découpages en plus petits appartements, avec la mutualisation d'espace, il faut le faire. Mais dans les centres de ville, tout ça, ça a des limites. Parce qu'en fait, il y a, si on devient trop dense, on augmente la forte probabilité d'un îlot chaleur. Alors, c'est quoi les zones moins denses qui sont encore densifiables? Ça, vous le savez parce que vous êtes là pour le pavillonnaire. J'en ai parlé des zones commerciales et d'activités. Du coup, les communes, ils doivent se demander quelle stratégie faire, comment on peut avancer sur cette thématique-là. Alors, du coup, moi, je vais encore parler un peu plus. Après, on a Janine Ruff de l'ADEUS avec qui on organise cette conférence. Et après, on a le plaisir d'avoir Benjamin Aubry de Judo, cofondateur de Judo avec nous, qui a fait toute une étude sur la densification des quartiers pavillonnaires. On va prendre un café et après, on va partir dans les ateliers. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez tous un point d'une certaine couleur et du coup, ça vous montre où il faut aller. Alors, bon, merci aux intervenants, aux financeurs, aux partenaires et merci pour votre présence. Bonne conférence. Bon, c'est un peu facile, je commence tout de suite à parler. Je ne dois pas me présenter. C'est les enjeux du ZAN et les fonctions du sol. En fait, je vais faire un plaidoyer pour le sol, qui est notre base de problématiques ou d'enjeux, ou comment on peut dire. Bon, je vais devenir un peu philosophique avec une citation de Gaspard Koenig, qui est un philosophe, essayiste et écrivain, et qui était le président du Festival international de géographie de Saint-Dié. Et en fait, vous voyez là le dessin, quasi tous les dessins sortent de ce journal qui est sorti, entre autres, à ce festival. Qui veut feuilleter, vous pouvez le faire après. Alors, lui, il dit, le sol transforme de la vie en mort et la mort en vie. Il y a plein de choses qui viennent par des différents processus chimiques et bactériologiques, et notamment grâce aux vers de terre. La terre, décompose des cadavres pour les transformer en nouvelles formes de vie. Bon, on va devenir un peu moins philosophique maintenant. Je vais quand même. En fait, les sols sont sous une pression énorme. On veut manger grâce au sol. On veut avoir du bois, on veut se promener en forêt. La sylviculture, ces supports de biodiversité sans lesquels on mangera plus. On veut construire dessus. On veut avoir de logements, d'équipements publics et tout ça. Il y a des routes, tout ce qui transporte, les rails et tout ça. J'en ai parlé de la forêt et tout ça. C'est aussi une amélioration de cadre de vie. On veut avoir des parcs et tout ça pour le divertissement et aussi pour la santé, non seulement physique, mais mentale aussi. Et, grand sujet, j'en ai parlé d'îlot-chaleur, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est l'eau-chaleur et c'est bien évidemment beaucoup aussi la gestion de l'eau pluviale. Et il y a plein d'autres pressions sur le sol aussi, bien évidemment. Alors, je vais parler des différentes thématiques. L'agriculture, le sol est notre nourriture. En fait, il préserve la biodiversité. En fait, ça abrite un quart de la biodiversité de la planète, c'est énorme. Et sans cette biodiversité, notre agriculture ne fonctionne pas. Ça assure des fertilités par la décomposition des roches, la minéralisation des matières organiques. J'en ai parlé En fait, c'est le philosophe qui a parlé de ça. Ça amène la circulation de l'air et de la matière. Ça transforme l'azote atmosphérique en nitrate, alors en engrais.
Et ça filtre et métabolise des produits toxiques et épure l'eau qui s'infiltre dans les nappes. Et en fait, on voit bien la différence de nombre de bêtes par centimètre carré selon le style d'agriculture. Mais le sol, il est extrêmement aussi là pour le stockage du carbone. En fait, il stocke, après l'hydrosphère, c'est lui qui stocke le plus de carbone. Si je laboure mal, je dégage du carbone. Si je sèche des marais, je dégage du carbone, du CO2. Ça veut dire, en fait, par exemple, en Allemagne, il y a 7% des émanations CO2 proviennent des marais asséchés. Et on ne trouve pas les chiffres en France, c'est très bizarre. J'ai cherché vraiment, vraiment, vraiment partout avec la SDEA. C'est extrêmement bizarre, on ne trouve pas le chiffre, mais ça ne doit pas être, à vrai dire, très loin de ça. Probablement même plus. Ça stocke aussi, bien sûr, dans la végétation, sur les supports de végétation. L'adaptation, j'en ai parlé. Le sol, il peut atténuer les inondations s'il laisse traverser. On voit très bien là, sur le dessin, un sol aéré et compagnie. Il laisse passer l'eau, il stocke l'eau et il filtre l'eau pour la nappe. Un sol qui tassait tout ça, en fait, l'eau part et qui cause des vrais problèmes d'inondation. L'État a quand même compris cette question-là du sol, du surenchère des problématiques du sol. Et c'est aussi un peu poussé par un décret européen. Et en fait, il a fixé la zéro artificialisation nette. Ça veut dire 50% de l'artificialisation des dernières 10 ans jusqu'à 2031. 2031, c'est demain. C'est vraiment très peu, il reste très peu d'années. Et 100% à l'horizon de 2050. 100%, on peut désartificialiser, mais en fait, ce n'est pas beaucoup de place pour artificialiser encore. Franchement, très peu. D'où l'intérêt de la conférence aujourd'hui. Le Grand Est, la région, a réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des Scots, au niveau de toutes les communes? C'est d'ailleurs la première région en France qui a réfléchi sur la répartition des hectares qui restent à artificialiser. Et en fait, ils ont donné à chaque commune qui a un PLU, ça vient de sortir, hein, c'était il y a 2 semaines, je crois, 1 hectare à artificialiser. Des fois, c'est trop hein, pour les communes. Des fois, ils n'en ont pas besoin. Mais beaucoup, en tout cas en Alsace, c'est peu. Et derrière, il y a une répartition autre. Le fait qu'on a une pression de plein de fonctions, comme j'ai dit, sur le sol, fait que la hausse du prix du foncier. Le ZAN fait ça. La crise du marché mondial financier mondial en 2008 a fait en sorte que les gens ils ont arrêté d'investir dans les produits financiers. Ils se sont basés plus sur l'achat des bâtiments et des sols. Ça a bien évidemment donné aussi une hausse du prix. Et dans cette configuration de réflexion, de encore pouvoir construire avec le ZAN et tout ça, il y a aussi, et de spéculer avec le sol, quelque part, ça a aussi fait que les gens, que des investisseurs, des grands groupes d'investisseurs achètent des réserves de foncier. Et ça fait clairement une hausse de prix. On pourrait s'imaginer qu'entre tout ça, une manière qu'on trouve plutôt dans le monde anglo-saxon de se dire peut-être j'arrête de devoir acheter mon sol. Peut-être les communes pourraient maintenir la propriété des sols et juste vendre des droits de construire et des baux amphiotiques. Voilà. Du coup,
Ça, c'est une très bonne réflexion, je pense. Et je pense qu'on devrait y arriver en France aussi beaucoup plus. Ça serait une très bonne chose. Alors, parce qu'en fait, quand tout ça, quand ce foncier est tellement cher, les communes, bon, ils peuvent se dire, ah, je vends, du coup le prix est haut, c'est super, je peux financer la construction d'une nouvelle salle polyvalente. Mais une fois j'ai vendu, j'ai plus de réserve. Et dans la réflexion qu'on va quand même plutôt à des moments où il y a moins en moins d'argent dans les communes, il y a de moins en moins d'argent dans la population, j'aurais peut-être beaucoup plus de besoin de logements sociaux. Euh, En tout cas, c'est très dangereux, c'est très risqué de vendre toutes les terres. Ce n'est pas une bonne idée. Du coup, il faut réfléchir à ne pas tout vendre. Il y a un autre truc, clairement, quand on voit les deux terrains sur lesquels on va travailler, il y a donc un au moins des deux, mais je pense les deux, sont soumis au phénomène de la métropolisation. Au lieu de se dire, à Sénon, il y a la moitié des bâtiments, bon, c'est un peu méchant ce que je dis, vides, je pourrais y vivre, ça coûte rien. Ben, en fait, le marché de travail, plein de choses attirent les gens de vivre à Strasbourg. La métropolisation fait qu'on a une pression énorme sur tout ce qui est autour de la ville et du coup, tout ce qui est pavillonnaire. Parce que si, en fait, en soi, on n'a pas un manque de place de logement, c'est juste super mal réparti. Bien dommage, hein. Si on lirait Senon un peu mieux avec le train et compagnie, on ira peut-être sur des réflexions un peu plus intéressantes. On est loin de là, on est sur la pression autour de Strasbourg et dans la vallée du Rhin entièrement. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, à la fois, on a des mètres carrés on a une croissance de mètres carrés et à la fois, on a moins. C'est ce que je viens de dire là. À Sénon, il y a moins en moins de mètres carrés utilisés et ailleurs, j'en ai besoin. C'est qu'une certaine couche de population qui a plus de mètres carrés. Mais manque de bol, c'est ceux, quelque part, qui sont autour des villes. Le problème, c'est que quand je construis, je fais l'étalement urbain contre lequel œuvre Lausanne. J'imperméabilise des surfaces, je consomme des ressources, je produis des déchets quand je construis énormément. Non, il y a une plus grande intensité de trafic, pardon. En face de ça, il y a le coût carbone des matériaux, le coût de chauffage, refroidissement, ventilation, d'entretien des appartements. Chaque mètre carré coûte tout ça. On peut dire, on optimise des surfaces, on mutualise des surfaces, on réfléchit à des formes d'habitat qui sont satisfaisantes en n'étant pas si grands que ça. On réfléchit à l'évolutivité, la réversibilité. Voilà. On essaye d'augmenter l'utilisation des surfaces. Dans les écoles, par exemple, avec des associations, avec des programmes lors des vacances, les abris chaleur dans les écoles pour l'été, des choses comme ça. Bon, tout ça, toutes ces réflexions-là, je vous ramène à nouveau dans notre thématique du pavillonnaire. Dans le pavillonnaire, on a quand même, il y a des bonnes raisons pour s'occuper de ça. C'est peu dense. Bon, ce n'est pas le cas d'un des deux terrains parce qu'il est très proche de Strasbourg. Il est déjà un peu dense. Ça va être un peu plus compliqué de travailler sur celui-là. Il y a dans pas mal de zones pavillonnaires, il y a une population qui est âgée, qui fait qu'il y a très souvent que 2 personnes ou une personne sur 100 mètres carrés ou 90 mètres carrés. C'est très peu efficace, en guillemets. C'est des quartiers monofonctionnels. Maintenant, il y a un peu de télétravail. Les propriétaires sont majoritairement propriétaires occupants. Il manque des commerces, il y a peu de services de proximité. Et en même temps, cette rêve de posséder sa maison avec son jardin persiste.
C'est dans la tête. Du coup, la question est comment on peut aussi fabriquer une qualité dans l'habitat qui retrouve en fait les envies de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin du grand jardin et de faire l'agriculture? Ou est-ce que c'est plus une image et il y a des besoins que je peux complètement reprendre différemment en densifiant ces zones-là? Il y a aussi un changement d'habitat. Je n'ai parlé des personnes âgées dans ces quartiers, mais avec la pression, avec la métropolisation, dans ces quartiers arrivent complètement d'autres habitants avec d'autres idées. Au lieu d'avoir le jardin coupé aux ciseaux d'angle, il y a tout à coup des potagers qui veulent avoir. Il y a d'autres idées qui arrivent. Le vélo devient plus important, moins les deux voitures avec des énormes garages. Du coup, l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire avec des garages? J'ai terminé. Ça, c'était les réflexions sol, un plaidoyer pour le sol. Faites attention au sol et regardez comment on peut faire créer des logements dans le pavillonnaire. Je ne pense pas qu'il y a des questions. Sinon, je demande Janine Ruf de l'ADUS de nous parler des capacités d'évolution du pavillonnaire. L'espace artificialisé en bleu et l'évolution de la population en France entre 1980 et 2014. Et les deux lignes, vous voyez bien, ne sont pas vraiment liées. L'habitat individuel représente environ 50% de logements en France. Et selon les sondages, la maison individuelle correspond toujours au modèle d'habitat préféré de la majorité des Français. En partant en fait de ce... Oh, décidément. En partant de ce constat, on pose la question quels sont les nouveaux gisements de densification dans ce cadre-là, et on partage avec vous l'expérience en fait du suivi du PLU de l'Eurométropole. Après, on se pose la question pourquoi on se tourne vers les zones pavillonnaires pour une densification. Et puis, on regarde des exemples concrets qui montrent comment se fait aujourd'hui dans l'Eurométropole la densification à travers des photos. Et puis, on conclut sur les enjeux leviers, une série de questions qui émergent en lien avec ces démarches. Dans le cadre de la SAN, quels sont les nouveaux gisements de densification? On voit aujourd'hui en fait que sur la carte typomorphologique, on voit donc les différentes catégories d'habitat sur l'Eurométropole qui se situent notamment en première et en deuxième couronne. 40% de la surface totale du bâti résidentiel à l'Eurométropole est occupée aujourd'hui par des secteurs pavillonnaires. Les densités du bâti des zones pavillonnaires sont aussi systématiquement plus faibles que les tissus voisins, notamment si on le compare avec les noyaux anciens. On a un zoom sur une commune, on voit bien que le noyau ancien il est beaucoup plus rouge foncé et autour il y a des secteurs pavillonnaires qui s'organisent avec une moindre densité. Si on regarde aussi... Pourquoi ça ne marche pas? Pardon. On va regarder maintenant les densités habitants. Tu veux rester? Et vous, toucher la souris? OK. OK, c'est bon, oui. Si on regarde du coup les densités d'habitants dans les zones pavillonnaires, plus faibles, elle est aussi plus faible que dans les autres tissus résidentiels. On regarde maintenant la production de logements. 44% des logements réalisés se sont faits avec l'artificialisation du sol, dont 21% sur des espaces agricoles et naturels, 23% sur des espaces non bâtis en ville, 49% par démolition et reconstruction et uniquement 7% par réutilisation de même volume. On voit une photo ici d'une grange qui était
qui étaient réhabilités en habitat. Mais avec la production de logements, en fait, il y a aussi un risque de diminution des espaces verts privatifs qui sont également nécessaires aussi de fraîcheur urbaine, mais aussi pour l'espace de la biodiversité. Et c'est sur l'Eurométropole moins 7 hectares par an. Pourquoi, du coup, on se tourne vers les zones pavillonnaires pour une densification? Il y a des tissus urbains qui produisent beaucoup de logements. Et là, on regarde par exemple les zones de tissus hétérogènes dans le faubourg qui sont très sollicités pour la production de logements. 31% des logements produits pour 22% sur la surface bâtie de résidentiel de l'Eurométropole. On a aussi l'axe de Deux-Rives et d'autres grandes emprises de projets en voie de disparition. Ce sont des secteurs en fait économiques qui ont basculé vers des secteurs résidentiels. Il y a d'autres fonctions, mais dans la majorité, en fait, c'est résidentiel. Et il y a de moins en moins de surfaces de renouvellement urbain comme ceci. Et 40% de logements produits pour 14,5% de la surface bâtie résidentielle de l'EMS. Maintenant, on regarde les zones pavillonnaires de type lotissement qui contribuent en fait très faiblement à l'offre en nouveaux logements. 3% des logements produits pour 25% de la surface bâtie résidentielle dans l'Eurométropole pour le pavillonnaire. On a regardé pas mal de chiffres. Maintenant, on passe en fait du quantitatif au qualitatif. Et on se demande comment se fait aujourd'hui la densification dans le tissu pavillonnaire. Ça peut se faire par la réutilisation des volumes existants, c'est-à-dire on ajoute dans le même volume des appartements et avec une entrée séparée, on arrive à desservir un appartement qui est sous le comble. En fait, vous voyez là avec la flèche rouge. Ça se fait aussi par des extensions limitées au sol de volumes existants. Comme ici, on a ajouté un autre volume pour faire d'une maison individuelle, en fait, deux maisons accolées. Cela se fait aussi par rehaussement de volume existant avec une emprise bâtie au sol équivalent, soit pour construire des petits collectifs que vous voyez ici, et soit pour gagner de surface aussi pour des maisons individuelles. Voilà, ici c'est plutôt des petits collectifs qui étaient construits à la place. La densification c'est bien, mais jusqu'à quel point? Ici, on voit une urbanisation au cœur d'îlot, une opération en fait de 12 logements intermédiaires qui fait disparaître entièrement un cœur d'îlot vert avec une très forte imperméabilisation du sol aussi. Et du coup, on se pose la question aussi quel est l'équilibre entre le bâti et les espaces de respiration. Pour conclure en fait sur ce volet, il y a très peu de progrès dans l'évolution du secteur pavillonnaire, dans la densification. Il y a notamment un besoin d'accompagnement et d'ingénierie, mais il y a aussi un besoin d'encadrement de la densification pour préserver les atouts en termes de cadre de vie et de niveau d'artificialisation. Et dans les PLU, en fait, qu'on traite à la chance, en fait, on essaye de relever aussi le cœur d'îlot et voir comment on peut densifier sans manger tous ces espaces verts. Puis, les tissus pavillonnaires, une nouvelle ressource, mais à quelles conditions? La densification du pavillonnaire est à la croisée de différents intérêts. À l'échelle du quartier, on relève le besoin des habitants. Les gens veulent vieillir dans leur quartier. Il s'agit aussi de répondre aussi à l'évolution des modes de vie, comme la séparation ou la décohabitation, pérenniser, développer les services et les commerces et faciliter l'accessibilité en transport en commun.
Par rapport aux communes, en fait, il y a des besoins locaux de territoire. La commune cherche à répondre aux besoins des habitants. Il s'agit de diversifier et augmenter aussi l'offre résidentielle pour faciliter le recrutement des entreprises de services et puis préserver aussi les services publics. Les besoins pour le climat et la biodiversité à l'échelle de la Terre, Katharina l'a déjà très bien abordé. Puis la densification du pavillonnaire à la croisée des thématiques. C'est d'abord le domaine de l'urbanisme, mais aussi le juridique. On interroge évidemment l'évolution potentielle de la loi, le PLU. C'est la place du citoyen aussi, avec l'acceptabilité sociale des projets de densification qui est au cœur en fait de cette démarche. Et c'est le rôle de celui aussi qui joue un vrai rôle dans ce processus de transformation aussi de territoire. Le tissu bâti, encore deux conditions préalables. Le tissu bâti existant peut-il supporter des nouvelles constructions? C'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Et est-ce que les propriétaires actuels, est-ce qu'ils sont disposés à accueillir de nouveaux habitants et à voir aussi leur patrimoine évoluer? Le citoyen et l'habitant, il est vraiment au cœur de ce processus de transformation. Et je vais conclure sur quelques questions émergentes. Quelle est la bonne densité? Comment densifier tout en préservant les espaces verts? Comment faire adhérer les habitants à la démarche? Quels besoins des habitants déjà présents? Et peut-être avec la présentation qui suit, on va avoir déjà des éléments de réponse sur ces premières questions. Merci beaucoup, Janine. Est-ce que quelqu'un a des questions? Qu'est-ce que l'ADUS fait là-dedans? Oui. Plus pendant votre registre, pour que ce soit sur YouTube, merci de poser vos questions avec le micro. Et vous présentez la suite. Oui, bonjour madame, merci pour votre présentation. Pierre Keller, je suis au service des architectes des bâtiments de France à Strasbourg. On se pose assez régulièrement la question, dans le cadre du PLU, de l'Eurométropole et d'autres intercos, pourquoi le mode de lotissement du pavillonnaire, conçu dans les années 50, est devenu le mode ordinaire de lotissement, y compris dans le tissu ancien, des formes urbaines déjà constituées sous forme de villages-rues, villages groupés, et qui nous pose problème parce que ça bannit les notions de mitoyenneté. Et donc, en termes de forme urbaine, là je parle, pas forcément en termes de densification, mais ça va quand même avec, pourquoi, par défaut, le mode de lotissement pavillonnaire s'impose dans les PLU? Bonjour, David Marx de l'agence d'urbanisme également de Strasbourg 1 supérieur. Je pense qu'on pourrait faire une petite conférence là-dessus, mais pour faire bref, alors on a fait beaucoup de lotissements effectivement, enfin les communes ont fait beaucoup de lotissements pendant ces 30 dernières années. Clairement, ça a été un moyen, enfin voilà, c'était un moyen un peu de facilité aussi hein, pour urbaniser, pour développer ces communes. Il y avait voilà, il y avait le système du lotissement, c'est finalement une dimension juridique hein, qui permet de partager. Donc, ça, c'est finalement un outil juridique. Au fond, on peut faire avec la structure juridique du lotissement, on peut faire finalement tout et son contraire. Hein. C'est juste un levier juridique, ce qui fait aussi d'ailleurs qu'il est souvent, c'est un levier souvent qui est à la main des communes plus que des intercommunalités dans la partie lotissement. Souvent, les zones d'activité, les ZAC, pardon, pas les zones d'aménagement concerté, les ZAC, donc, elles étaient plus réfléchies à l'échelle des intercommunalités, ce qui faisait qu'on avait un travail de programmation, de réflexion qui était plus
plus partagé, plus réfléchi et plus riche. Et donc, c'est vrai qu'on avait un urbanisme un peu différencié. Donc voilà, c'est vrai que ça s'est fait un peu par facilité, souvent parce que aussi les lotissements, c'était aussi la croisée entre des développeurs, des développeurs privés, et puis des propriétaires qui vendaient et des maires de petites communes. Il faut savoir une chose quand même en France, et c'est que, surtout quand on fait beaucoup de comparaisons transfrontalières, en France, finalement, l'urbanisme est a été plus décentralisé qu'en Allemagne. Et donc, l'urbanisme a été décentralisé au niveau de chacun des 35 000 maires de France, ce qui fait que voilà, ce système du lotissement était un système qui a beaucoup fonctionné. Bon, aujourd'hui, je pense que dans le contexte de ZAD, c'est un peu ce qu'on montre. Aujourd'hui, là, on parle vraiment de comment on va transformer ces secteurs existants, mais voilà, dans le futur, avec le ZAN, je pense que le pavillonnaire va déjà être quand même beaucoup plus limité. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être, dans certains secteurs encore un peu moins sous pression, ça peut être encore un sujet. Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Jean Brecht, je suis professeur de design d'espace, je suis aussi architecte et accessoirement élu dans ma commune. Donc, si je peux compléter un tout petit peu votre réponse pour vous répondre, il y a deux raisons aussi majeures et directes. Le premier, c'est le modèle, vous en avez parlé, dans la tête des gens. 82% des Français, pendant longtemps, rêvaient de la maison individuelle. Voilà. Donc, il y a une attente, une demande là-dessus. Et l'autre raison, c'est une raison économique pour les communes, c'est que quand on vend du lotissement, la commune en retire un bénéfice. Et donc, ça rentre dans le budget des communes. Et du coup, c'est un modèle facile, les maires n'ayant pas tous, voire très peu, de culture urbanistique. Ce qui fait qu'on est dans ce truc-là. Voilà, ça c'était juste pour compléter un petit peu. Sinon, ma question, c'est peut-être une question un peu plus technique sur la densité. On a parlé de la densité. Et moi, j'aurais aimé savoir si on a des chiffres pour faire la part dans les zones pavillonnaires entre l'espace public et l'espace qui est de l'espace privé. C'est possible qu'on arrive à chiffrer tout ça, mais moi, je n'ai pas des chiffres maintenant ici. En fait, la part de l'espace public par rapport... Oui, OK. Non, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais ça serait intéressant, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Janine. Et je passe la parole à Benjamin de Yudo. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Envirobat et à Deus et à l'INSA Strasbourg pour l'accueil. Et peut-être je ferai un petit complément aussi sur cette question du lotissement, parce que je pense que c'est très lié à l'apparition du CMI. C'est tout un modèle aussi de soutien avec le PTZ, avec un certain nombre de politiques publiques en faveur de la maison individuelle, l'accession à la propriété, qui a généré notamment ces formes urbaines qu'on connaît aujourd'hui. Et pour me présenter en quelques mots, est-ce que je vais dans le bon sens? C'est bon. Je suis donc diplômé d'architecture, je suis Benjamin Aubry, diplômé d'architecture et cofondateur de Yudo, qui est un hybride entre un bureau d'études et une start-up spécialisée dans le sujet de la densification des zones d'habitat individuel et des petites copropriétés également. Et ce que je vais vous présenter donc, dans cette présentation, c'est donc en 5 parties. Une première je vais vous refaire un tout petit débrief sur le ZAN, mais du point de vue de la nomenclature qui a été décidée par le Sénat en 2023, qui précise ce qui est artificialisé, ce qui n'est pas artificialisé, parce que ça permet de voir que les zones pavillonnaires, notamment les grands jardins, ne sont pas artificialisés, sont artificialisés au sens de la nomenclature, et des transitions démographiques aussi auxquelles fait face le pavillonnaire. Katharina a mentionné le vieillissement de la population. Le pavillonnaire est pleinement touché par ce phénomène. Mais également, c'est un tissu qui a beaucoup d'atouts. Donc, je vais montrer sa capacité à évoluer, ce qui est vraiment une de ses caractéristiques du fait de la multiplicité des petites parcelles. Et en troisième point, plutôt une remise en question, en tout cas une interrogation sur le modèle actuel d'intervention. En fait, il y a vraiment des modèles à réinventer si on veut pouvoir densifier ou transformer ces quartiers. Le modèle de la promotion est de moins en moins, voire pas du tout adapté, en tout cas sur ce micro-foncier. Et le petit propriétaire, finalement, est un acteur qui est finalement central pour une simple raison. D'abord, c'est lui qui est le détenteur du foncier. Et
posséder le foncier, c'est ce qui permet de faire quelque chose ou pas. Et il y a plein de raisons ensuite qui peuvent pousser à la transformation du pavillonnaire. Et ensuite, je vous montrerai quelques exemples de projets, donc que nous on a accompagnés, mais également de confrères architectes. Et enfin, je parlerai dans la dernière partie des enjeux et des défis autour de la densification du pavillonnaire. Notamment, on travaille actuellement donc, pour le ministère du Logement sur des politiques publiques à mettre en place par rapport à cette question de la densification douce. Également avec un aménageur sur de nouveaux dispositifs pour changer la ZAC et aller vers des modes d'action différenciés en matière d'intervention sur l'existant et sur les zones pavillonnaires. Alors très rapidement à propos du Yudo, en fait on a une activité, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre, on a une activité vraiment autour de ces sujets de la transformation du pavillonnaire. Donc on a développé une application et des données sur les règles d'urbanisme pour démocratiser les données d'urbanisme. C'est une application qui est aujourd'hui accessible en ligne. Vous tapez Yudo App, vous pouvez retrouver des données, notamment en utilisant l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de démocratiser des données qui sont les points d'entrée pour tout projet, toute initiative en fait, immobilière. On a également donc, une activité d'accompagnement de propriétaires dans des démarches de valorisation et de développement de micro-projets immobiliers. Et donc à travers toutes les dimensions architecturales, mais également financières, montage juridique et fiscaux. Et enfin, des études préopérationnelles et prospectives, et dans ce cadre-là, notamment, qu'on a travaillé avec Grand Paris Aménagement, qu'on continue à travailler avec eux, ou encore avec le ministère du Logement. Alors juste pour commencer sur la révolution un peu ZAD, c'est vraiment une, en fait, dans en tout cas la manière de penser la ville. Donc Katharina l'a évoqué, moins 50% à l'horizon 2031, moins 100%, donc totalement à l'équilibre à l'horizon 2050. Si on artificialise un mètre carré quelque part, il faut désartificialiser ailleurs, ce qui fait que, bon, bah, autant dire que c'est un peu un casse-tête, et donc on va éviter d'artificialiser. Et il y a un point particulier, donc c'est toujours dans les détails que se cachent les grands sujets, notamment sur la nomenclature qui a été votée par le Sénat sur le ZAN, qui classifie ce qui est artificialisé et ce qui n'est pas artificialisé. Et ce qu'on peut en retenir, sans rentrer dans l'ensemble des détails, ça va être qu'une surface va être considérée comme étant artificialisée à partir du moment, donc c'est une surface résidentielle, c'est-à-dire qui n'est pas agricole ou faisant partie en gros du code NAF, c'est-à-dire agricole, naturel, agricole et forestier. Donc une surface résidentielle de moins de 2500 m² est considérée comme artificialisée, même si elle est couverte de pelouse, même s'il y a des arbres, c'est artificialisé. Donc ça, théoriquement, ça ne compte pas dans les quotas de plus ou de moins par rapport aux 50% et aux 100%. Et si elle fait plus de 2500 m², il faut au moins qu'elle soit couverte par 25% de strates arborées. Alors la difficulté, c'est de savoir est-ce que cette strate arborée, elle doit être compacte ou est-ce qu'elle peut être disséminée sur ces 25%. Donc toute la question, c'est le périmètre de calcul, puisque le calcul ne s'arrête pas aux délimitations cadastrales ou aux délimitations de propriété, mais bien à des tèlements continus, y compris donc transversales aux propriétés. Donc la difficulté, c'est de voir en fait où sont ces 25%. Donc on a fait l'essai sur différents tissus urbains. Un premier donc sur un tissu plutôt rural avec un petit cœur villageois et quelques lotissements développés autour, mais principalement entourés de champs. Donc on se rend compte que ce que vous voyez en vert est non artificialisé, ce que vous voyez en rouge est artificialisé. Et il y a certains endroits où on voit, je pense, typiquement par exemple ce terre-plein fait moins de 2500 m². Donc on est artificialisé, donc théoriquement, si on construit dessus, ça ne compte pas rentre pas dans les quotas. Un autre tissu, là, plutôt pavillonnaire de première ou deuxième couronne pavillonnaire, ou pareil, même système. Ce qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, en fait, on a à l'évidence donc des strates végétalisées qui continuent, et donc ce qui font que c'est normalement dans le quota des sols non artificialisés. Si on construit dessus, il faudra désartificialiser quelque part. Sauf qu'il y a des petites subtilités, parce que si une emprise de sol de 50 m² est considéré comme non impactant l'artificialisation. Donc il faut regarder ça dans le tableau de la nomenclature. Et puis enfin, un tissu là beaucoup plus dense, beaucoup plus urbain, où en fait, ce qui est non artificialisé, c'est le parc. Et tout le reste, donc y compris certains petits cœurs d'îlots, etc. Bon, après, il n'empêche qu'il y a toujours le PLU, on pourra y revenir, qui joue un rôle sur la définition plus précise à l'échelle vraiment urbaine
et notamment la protection des espaces verts et des coefficients de pleine terre. Donc, in fine, ce que ça signifie, l'objectif, le corollaire du ZAN, c'est qu'il va falloir densifier. En tout cas, si on veut pouvoir continuer à habiter ou à créer du logement, il va falloir le faire à l'intérieur des espaces qui sont déjà urbanisés. Il y a eu un travail vachement intéressant qui a été réalisé dans le cadre des territoires pilotes de sobriété foncière, qui a été réalisé par la communauté du Grand Poitiers, sur un peu les différentes manières d'agir pour densifier, en tout cas pour mobiliser du foncier qui soit au sein des espaces urbanisés, et qui a classé un petit peu, donc c'est des architectes Selva Moquin, qui a classé en fait ces capacités, en tout cas les stratégies à mener en deux parties: mobiliser le bâti d'une part, tout ce qui est déjà construit, les mètres carrés, et mobiliser le foncier, ce qui, donc par exemple, ça va être donc, sur la partie mobiliser le bâti, on va évidemment le logement vacant, dont on parle beaucoup. Ça va être les logements sous-occupés, j'en parlerai aussi après, les bureaux vacants, le patrimoine public qui pourrait être mieux utilisé en matière de mètres carrés, et les locaux d'activité vacants. Et puis côté foncier, on va avoir les dents creuses, qu'il s'agisse de dents creuses au sein en ville ou plutôt dans les tissus mixtes, finalement c'est des dents creuses. On va avoir les tissus pavillonnaires. Moi je ne fais pas les différences, je vous montrerai après, je pense que les tissus pavillonnaires, il y a aussi des dents creuses. Les petites friches, et puis ensuite des choses beaucoup plus grandes, notamment par exemple des grands ensembles. L'ANRU le fait, hein, parfois, en tout cas dans certains quartiers prioritaires de la ville, on va densifier un peu, ou les grandes friches industrielles. Et en fait, quand on regarde la composition du foncier, alors là j'ai pris un extrait de Paris, puisqu'il y a des données extrêmement riches, notamment sur le mode d'occupation des sols, qui est mis à jour chaque année, qui classifie en fait l'usage des sols en fonction de la nature principale, enfin, en tout cas des activités qui y sont, donc qu'il s'agisse de logement, d'activités industrielles, de transport, etc. Et en fait, quand on regarde au sein à travers de ces données, ce qui est artificialisé, ce qui est urbanisé, donc ce qui est vraiment urbanisé, de quoi est composé le foncier, on a à peu près 49% d'habitat individuel. Donc quasiment la moitié en fait, des surfaces urbanisées sont l'habitat individuel, ce qui est absolument gigantesque. 11% d'habitat collectif, 15% ensuite d'activité, 7% d'équipement, 15% de transport, 3% de carrière, des charges, etc. Et quand on regarde au sein de ces espaces, donc vraiment affectés à l'habitation, là où généralement il y a les réseaux, il y a déjà un peu, tout est prêt pour accueillir de l'habitation, 79%, donc quasiment 80%, c'est du foncier individuel. Pourtant, il n'y a que 27% du stock de logement qui est à l'intérieur de ces 79% d'espace, qui représente à peu près 96 000 hectares. Donc on a clairement en fait un décalage de densité très fort entre le collectif et l'individuel. Et il y a une particularité dans le pavillonnaire, c'est vraiment peut-être la caractéristique première du pavillonnaire, c'est que c'est une matrice, nous ce qu'on appelle une matrice de micro-foncier, c'est-à-dire que c'est des terrains de relative petite taille, entre 200 et 1000 mètres carrés pour les plus grands, en fonction de là où on se situe. Avec une particularité, c'est que ça appartient majoritairement à des propriétaires particuliers. Et ça, en soi, c'est vraiment une révolution. C'est vraiment très caractéristique du pavillonnaire et très caractéristique de la révolution urbaine qui a eu lieu au cours du XXe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début encore du XXe siècle, fin 19e, 20e siècle, on n'avait que 5% de la population qui était propriétaire. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 60%. Et dans le pavillonnaire, on est à 82%. Donc c'est vraiment synonyme de propriété. Et la difficulté que je vais montrer après, c'est comment on intervient dans ces quartiers avec des modèles classiques de production qui sont plutôt basés sur la production en volume, en matière de logement, notamment à travers la promotion immobilière. Donc pour revenir au tableau que je montrais tout à l'heure, des différentes interventions, modalités d'intervention, on a sur les mobilisés le bâti, finalement, la plupart du temps, les logements vacants, ça appartient des particuliers. Les logements sous-occupés, c'est aussi le cas. Quand on regarde les petites dents creuses en ville, la plupart du temps, c'est également des sujets, soit c'est une dent creuse qui est entre deux propriétés, soit c'est une dent creuse sur une seule propriété, mais la plupart du temps, c'est des particuliers qui possèdent le terrain. Les tissus pavillonnaires, évidemment. Les petites dents, les petites friches, bon, ça peut dépendre, mais ça peut être parfois des SARL familiales, enfin les petites friches d'artisans.
Et les tissus mixtes, on peut être un petit peu sur la copro, sur la type copro, mais globalement, le particulier, finalement, en tant qu'acteur, il est majeur, en tout cas, par rapport à cette stratégie de mobilisation et de densification des tissus bâtis existants. Et puis un autre point aussi, alors je ne vais pas tout lire, mais il y a une phrase très parlante en fait de Sylvain Grisot, donc urbaniste, donc dans Manifeste pour un urbanisme circulaire, qui dit que l'objectif c'est pas d'inventer la ville de demain. On a un peu tendance parfois à imaginer la grande ville du futur, quoique de moins en moins, parce qu'on se dit l'objectif c'est de travailler sur l'existant. Mais c'est vraiment justement de travailler sur le futur de la ville, il est déjà là sous nos yeux, et le principe de la ville de demain de 2050, ça va être de la réparer, de la transformer. Et un point aussi, ça va être de l'adapter au changement démographique. Ce qui est notamment, alors petite slide par rapport, je vous invite si vous ne les connaissez pas, à aller voir aussi les scénarios réalisés par l'ADEME sur la transition énergétique et écologique, qui va à peu près dans ce sens-là, c'est-à-dire avec des objectifs de travailler sur la ville existante et notamment d'adapter le bâti. Quand on dit qu'il faut rénover l'existant, ça va être aussi en profiter pour adapter le bâti à des vrais changements démographiques. Et justement, ces changements démographiques, on l'évoquait, le pavillonnaire est pleinement touché par ça, notamment parce qu'on a plus de 50... Alors ça, c'est à l'échelle de la France. Après, si on regarde à chaque métropole, ça va être plus ou moins les mêmes chiffres en réalité. On a à peu près plus de 50, donc plus la moitié des propriétaires qui sont âgés de plus de 55 ans, propriétaires en maison individuelle, et plus de 60% des maisons qui sont occupées par moins de 2 personnes. Or, presque 90% des maisons font plus de 3 pièces ou 3 pièces et plus. Donc il y a en fait clairement une problématique de sous-occupation. Donc je le montrais tout à l'heure, en fait on a les logements, le stock de logements c'est 24%, mais c'est sans compter derrière la population elle-même. Donc c'est vraiment les logements, donc énormément de logements qui sont entre guillemets sous-occupés et le foncier qui va avec. Un autre point aussi qui semble important, c'est de montrer que l'espace pavillonnaire est un espace qui a énormément de capacité, donc ça c'est vraiment son deuxième propos. Et c'est un tissu qui finalement a cette particularité d'évoluer au fil des années, au fil des générations, en fonction des initiatives des habitants. Et c'est d'ailleurs ce que montre très bien un ouvrage de Nicole Aumont, qui est une sociologue qui a écrit un livre assez majeur, je pense, de référence sur le sujet du pavillonnaire, donc qui est une étude psychosociologique d'un mode d'habitat, et qui dit que l'espace pavillonnaire représente un espace qui n'est pas saturé d'avance par un projet ou un ensemble de fonctions prédéterminées, ce qui le différencie notamment de l'appartement. Pourquoi ? Parce qu'un pavillon, finalement, pouvait, au fil des années, ajouter une véranda. On voit bien d'ailleurs le phénomène des vérandas à partir des années 80, qui a commencé vraiment, qui est lié d'ailleurs au temps, à peu près une quinzaine d'années après les premières acquisitions et les développements massifs, des personnes qui ont récupéré des capacités de crédit, et donc de pouvoir réinvestir sur leur pavillon en ajoutant une extension, en faisant du bricolage, en faisant une surélévation, en faisant un potager, etc. Donc c'est en fait un espace qui a beaucoup de plasticité. Et on a fait un petit exercice sur un extrait d'une matrice cadastrale dans le temps, en regardant les archives, entre 1961 et aujourd'hui, pour regarder un petit peu comment le tissu a évolué. Donc là, on est à Villebon-sur-Yvette, qui est une commune de deuxième couronne parisienne, la deuxième couronne de Paris. Donc on va en 1961, on avait déjà une trame un peu parcellaire dessinée. On aurait pu remonter un petit peu avant encore, mais pour certains c'était des parcelles agricoles. Mais on voit déjà donc, quelques bâtiments, quelques maisons qui sont installées sur cette trame. Et au fur et à mesure, en fait, on voit donc ça se densifie un peu. Mais quand on regarde dans le détail, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un tissu où il y a des divisions, il y a des extensions. Il y a au fur et à mesure donc, des constructions nouvelles qui arrivent donc, sur les grands tènements fonciers, notamment alors là plutôt alors pas des grands ensembles, mais plutôt des grandes résidences. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un tissu qui, de toute façon, par l'initiative d'un certain nombre d'acteurs et en premier lieu les habitants, évolue. Et quand on va jusqu'à 2022, on se rend compte vraiment qu'en fait, il y a une augmentation du nombre assez significatif du nombre de parcelles, donc issues de divisions foncières, et également du nombre de bâtiments, des démolitions, des reconstructions, etc. Donc c'est vraiment un tissu qui a cette particularité d'évoluer dans le temps, et qui est très organique en réalité. Et il n'est pas sans rappeler
d'une certaine manière, les tissus anciens, en fait, des villes pré-industrielles. Et là, c'est une petite comparaison entre 3 tissus. Un tissu urbain, donc plutôt faubourien, dans le 19e arrondissement, où les parcelles varient, pareil, entre du 250 mètres carrés et 1000, 1500 mètres carrés, vraiment pour les plus grands. Un tissu pavillonnaire de deuxième couronne également, où en fait, et puis enfin un tissu de ZAC, où on se rend compte que là, les fonciers, en tout cas les tènements fonciers, ont été vraiment découpés plutôt pour des grosses opérations. Et la question qui se pose, c'est est-ce que dans ces tissus-là, on ne va pas avoir des problématiques d'évolution à long terme? Est-ce que justement cette petite trame parcellaire ne permet pas une évolution beaucoup plus souple de la ville dans le temps? Je fais une comparaison alors un petit peu provocatrice d'une certaine manière, mais qui pose la question de la manière dont on fabrique la ville et son incrémentalité. Entre une ville, là on est vraiment sur le plateau de Saclay, une ville très planifiée, une ZAC, où en fait on a des tènements fonciers qui ont été conçus pour la promotion immobilière, donc plutôt pour des grosses opérations de plusieurs milliers de mètres carrés, et qui vont se faire quasiment en l'espace de 10 ans, la ville sera terminée. Et puis à côté, une ville comme Paris, je pense qu'on peut retrouver la même chose à Strasbourg, où on voit une cohabitation, donc des parcelles qui sont beaucoup plus petites, mais une cohabitation aussi des bâtiments dans le temps. On voit que, et également des fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'appartient pas forcément à un seul opérateur, mais on va avoir un immeuble des années de fin 18e siècle qui côtoie à côté un immeuble du 19e siècle, qui lui-même côtoie un immeuble de 1980, des bureaux, une sorte de mixité qui se fait aussi un petit peu de manière organique, on va dire, sans forcément tout été planifié à l'avance. Et dans le pavillonnaire, moi, je trouve qu'on peut retrouver un petit peu cette similarité quand on regarde la manière dont le tissu se constitue dans le temps. Par ailleurs, on parlait du système de lotissement qui est évidemment également un système qui finalement est loin d'être récent. La plupart des villes, même gallo-romaines, ont été constituées comme ça. C'est dans des grands terrains qui étaient découpés en petits morceaux et revendus à des opérateurs ou en tout cas des acheteurs différents. À la différence d'ailleurs des grosses ZAC aujourd'hui, alors des volumes plus importants, mais ce n'est pas un système de lotissement. Et là, par exemple, j'ai mis un extrait encore de Paris, mais on voit que la ville s'est constituée de cette manière-là et repose sur un partage du foncier, finalement, entre différents propriétaires. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on intervient, comment est-ce qu'on densifie ces quartiers pavillonnaires, et notamment, est-ce qu'il n'y a pas des modèles à réinventer, et est-ce que la promotion est vraiment adaptée pour répondre à ça? En tout cas, dans les politiques publiques, est-ce qu'il faut uniquement soutenir ce type de choses? Et ce dont on se rend compte, et j'ai pris un petit extrait du site de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui eux-mêmes, dans leur historique, l'histoire du promoteur, précisent que la figure du promoteur, elle a commencé vraiment à émerger à la fin du 19e siècle, début 20e, avec quelques opérations clés dans certains centres-villes, mais surtout, son émergence et son développement massif arrivent après la Seconde Guerre mondiale, dans une période de reconstruction massive. Et on le voit, en fait, c'est un modèle qui est très lié en fait, à la production de logements en masse, industrialisée, on peut refaire la genèse, mais toute la partie, la réalisation des grands ensembles sans promoteur n'était pas possible. Et là, j'ai mis juste un peu une analogie entre Le Corbusier et Dominique Perrault devant le village olympique, où les mécanismes finalement sont assez proches, c'est-à-dire qu'on a une promotion immobilière qui, en fait, est le fruit d'un appareil industriel et financier apte à produire ces grands projets rapidement et de manière la plus optimale possible, en tout cas, et surtout avec le plus de volume possible. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est des opérations qui sont la plupart du temps liées à des grands fonciers, qui ont besoin de grands fonciers, en fait, pour pouvoir fonctionner. Donc effectivement, il y a des friches encore, mais là, j'ai fait quelques extraits de certaines opérations de grands ensembles ou d'opérations plus modernes, que je montrerai après, où on se rend compte que c'était des éléments fonciers qui étaient libres, et finalement qu'on a en fait un développement un peu, une coexistence entre deux tissus urbains, un tissu urbain de petites parcelles, où on voit clairement donc, le tissu pavillonnaire à côté, qui se constitue, qui évolue, comme je le montrais, puis un tissu, donc des grands tènements fonciers, qui, eux, évoluent assez peu, parce qu'ils ont été pensés à l'avance, et entre les années 60 et aujourd'hui,
par peut-être quelques changements, il n'y a pas non plus fondamentalement de grandes transformations. Et on le voit ici, donc là vraiment on est sur des opérations plus anciennes entre les années 50, 60, 70, et puis des opérations plus récentes, notamment de ZAC, sur des fonciers qui étaient peut-être à un moment donné, qui sont peut-être passés par l'état de friche ou d'entrepôts abandonnés ou autres, sur lesquels on a en fait finalement des mêmes mécanismes que les grands ensembles, mais de manière beaucoup plus dense. Et la question c'est, est-ce que ce modèle est capable d'intervenir dans le pavillonnaire ? Pas vraiment, on est un peu sur un éléphant qui arrive dans un magasin de porcelaine, parce que comme je le montrais, le pavillonnaire, on est sur une multitude de petits terrains qui ont la particularité de ne pas pouvoir répondre aux objectifs de volume d'une promotion immobilière qui doit généralement, c'est une moyenne, au moins produire 8 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par opération. Donc sur un petit terrain qui fait 500 mètres carrés, on n'y arrive pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut réunir plusieurs terrains, remembrer, tout raser, et avec des mécanismes de surenchère sur les prix qu'on connaît, qui jouent sur, il y a un promoteur qui arrive derrière, qui propose 5% de plus, et puis l'autre qui arrive qui propose 5% de plus, donc les prix mécaniquement augmentent. Et surtout, on est obligé de rentabiliser le moindre mètre carré permis par le PLU. Donc c'est des mécaniques qui sont à l'œuvre, qu'on voit dans certains quartiers, beaucoup dans les quartiers qui s'identifient dans les métropoles. C'est le cas du Grand Paris, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Lyon, j'imagine que c'est également le cas de Strasbourg, où on a des opérations très denses, assez peu qualitatives généralement, justement du fait de la pression de la charge foncière sur le reste de l'opération, et donc sur le prix de vente. Et donc la barrière d'ajustement, généralement, ça va être le prix des travaux. Et des tissus aussi qui disparaissent, qui sont pourtant pleins de qualités, qui sont plutôt recherchés, qui sont appréciés pour toutes ces raisons, notamment de multiplicité, de surprise, où on n'est pas sur quelque chose qui est... Alors certains sont homogènes, mais en tout cas qui laisse un peu de liberté à une multitude de personnes. Et finalement, la densification, elle peut se faire, comme le montrait la DU tout à l'heure, il y a plein de manières de procéder, il y a toute une nuance de densification. Quand on regarde, donc nous on a fait un petit travail de classement entre l'intensification sans forcément qu'il y ait de changement radical des formes urbaines à des opérations plus fortes, comme je le montrais, donc de remembrement ou de démembrement dans certains cas. Donc, ne serait-ce par exemple un studio de jardin, c'est déjà une forme de densification, parce qu'au lieu d'avoir un seul ménage sur une même enveloppe, en tout cas une même unité foncière, on va en avoir deux, ou peut-être un étudiant, ou même du Airbnb, c'est temporaire, c'est dans le temps, mais en tout cas, c'est déjà une forme de densification. La division interne, sans forcément créer des logements. Le phénomène de colocation qui se développe de manière assez massive ces dernières années avec le co-living, c'est de la densification, parce qu'on va avoir un meilleur rendement au mètre carré, plus de monde au mètre carré, sans forcément que ce soit des nouveaux logements titrés tels quels, avec le compteur électrique, etc. Mais il peut y avoir également la division d'une grande maison, comme c'était montré tout à l'heure, en plusieurs appartements, qui se fait soit généralement de manière un peu cachée, camouflée, soit avec autorisation d'urbanisme, ça dépend, mais en tout cas c'est une forme de densification. Puis après, à des choses plus lourdes qui vont là vraiment venir rajouter du mètre carré. Donc on va la surélévation, la transformation d'un garage, donc là c'est plutôt de la conversion de mètres carrés existants non utilisés ou peu utilisés. Et puis des choses qui vont être plus agir sur le foncier également, donc là on va découper des parcelles. Il y a la parcelle drapeau, parfois appelée Bimbi, ça, on va construire au fond du jardin, build in my backyard. La parcelle, la dent creuse. Et puis après, des opérations qui sont là plus, on va dire, plus fortes, qui vont être le lotissement. J'ai un terrain de 1000 m², je peux le diviser en 5 terrains de 200 m². Ou des opérations de promotion immobilière plus fortes. Et en fait, ce que j'ai mis en jaune, finalement, ces opérations-là, tout ce spectre qui va jusqu'à l'opération forte, pour des raisons à la fois économiques, et surtout pour des raisons économiques, les seuls acteurs qui peuvent vraiment les faire, ça va être les petits acteurs, et en particulier les habitants. Le promoteur, dans son positionnement actuel, n'est pas en capacité, ou les acteurs actuels ne sont pas vraiment en capacité de porter des opérations, parce que c'est trop petit, il n'y a pas assez de volume, le coût du foncier rentre en jeu, c'est des équilibres difficiles à trouver. Donc c'est vraiment, pour revenir sur la genèse un petit peu de la question, pour faire évoluer le pavillonnaire, il y a cet acteur clé qui est le propriétaire, parce que déjà c'est le propriétaire, donc c'est le détenteur, c'est le décisionnaire de tout.
Et c'est également un tissu qui n'est composé quasiment que de ça. Et finalement, pour un propriétaire, et en particulier quand on vieillit, que les enfants sont partis, il y a pas mal d'intérêt à se lancer dans une opération de densification. Alors, ce n'est pas tout le monde, mais en tout cas, les intérêts sont les 10. D'abord, c'est financer la fameuse rénovation énergétique. On sait que les restes à charge, quand on fait 100% de la rénovation énergétique, ils peuvent être difficiles, malgré les aides prime rénov, etc. Donc là, en fait, en créant un logement supplémentaire, je vais pouvoir avoir un revenu soit en location, soit à la vente. Donc, c'est-à-dire que je vais doper, entre guillemets, ma rentabilité. C'est anticiper ces vieux jours en adaptant son logement. C'est peut-être qu'à un moment donné, avoir 5 chambres ou 3 chambres, 4 chambres, et puis un étage, etc., c'est pas forcément adapté. Donc, je vais peut-être pouvoir réduire un petit peu la surface. C'est aussi des charges derrière, de la taxe foncière, de l'entretien, etc. Et puis, il y a peut-être l'enjeu aussi de ne pas vieillir isolé, d'avoir un voisin, d'avoir peut-être quelqu'un qui pourrait venir aider plus tard. Il y a l'idée évidemment de compléter ses revenus, c'est une motivation importante, en louant ou en ayant en vendant. Notamment à l'arrivée de la retraite, disons que on sait que l'immobilier, généralement, c'est là-dedans qu'on met un petit peu quand on achète un appartement, c'est pour avoir généralement un complément de revenus pour plus tard. Et là, on peut le faire avec sa maison, déjà sa propriété à soi. Augmenter la valeur de son patrimoine, généralement, en fait, avoir 1 ou 2 appartements dans une maison, rajouter un étage, au global, ça va valoir plus que la maison en elle-même. Et puis enfin, gros avantage, tout à fait substantiel, c'est que je suis déjà propriétaire. Comme je suis déjà propriétaire, je n'ai pas à refinancer mon foncier. Donc, j'ai une économie qui peut aller de 20 à 70% par rapport à l'achat, par exemple, d'un appartement VFA ou même dans l'ancien, dans un même secteur. Si je rénove, les 20-70%, c'est très variable parce que si je fais de la construction neuve, ça dépend du secteur dans lequel je suis. Si je fais une surélévation, ça va coûter un peu plus cher que si je fais de la rénovation à 100%. Il y a plein de paramètres, mais grosso modo, ça reste quand même assez intéressant parce que le foncier n'est pas refinancé. Petit exemple en fait d'une faisabilité qu'on a faite il y a quelques temps, donc avec des taux qui étaient un petit peu plus bas. La hausse des taux change un peu la donne, mais n'empêche que ça reste ça reste finançable en tout cas, sur le principe, sur le papier en tout cas. On peut avoir on peut faire différents scénarios. Donc, par exemple, un propriétaire là, qui vivait seul et ses enfants partaient l'année d'après. Donc, enjeu un petit peu à réfléchir à ce qu'il pouvait faire. L'idée, donc, premier scénario, on surélève un peu le garage, on transforme tout ça, on fait un studio. Deuxième idée, on fait ça plus une surélévation. Troisième idée, on dope vraiment le truc, on va au maximum un petit peu de ce que le PLU nous permet de faire, et puis en fait, on fait 3 appartements. Non, deux vrais logements, un duplex, on conserve le rez-de-chaussée, etc. Donc, programme comme ça. Et quand on regarde, il y a pas mal de manières de le financer. Donc, en fait, comme on s'enlève la charge foncière, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du tableau, mais on pourra y revenir après. Au global, l'effort d'épargne, c'est-à-dire ce qui reste entre les revenus locatifs et toutes les charges, les mensualités d'emprunt, les charges financières, etc. Ça coûte 165 000 en projet TTC à investir. Finalement, ça coûte 308 € par mois. Donc, un effort d'épargne total sur le temps, avec un petit peu d'inflation, un petit peu de coefficient de revalorisation IRL, on est à peu près 30 000 € de la poche du propriétaire. C'est assez intéressant. Et puis après, on peut avoir des opérations, donc on peut avoir des opérations un peu mixtes, où on se dit, tiens, j'en fais 3, j'en vends 1, je récupère un peu d'argent, et je loue le reste. Donc des mécaniques un peu finalement où le foncier, ça devient assez magique, entre guillemets, en tout cas, ça devient un vrai levier pour financer. Si il y avait le foncier à racheter, l'opération serait assez compliquée à tenir du point de vue du financier. Et puis, pour la collectivité, c'est à la fois donc, un renouvellement urbain... pardon. L'image je pourrais y revenir après si vous voulez. C'est à la fois donc un renouvellement urbain raisonné, ce fameux où en fait on n'arrive pas en tabula rasa. Stimuler et diversifier une offre de logement adaptée aussi à une population qui se diversifie, dont la taille des ménages diminue. Aujourd'hui,
Le quartier pavillonnaire, en fait, c'est comme s'il n'y avait que des T6 et des T7. Quand un immeuble avec que des T6 ou des T7, c'est assez rare. Généralement, il y a une diversité de logements. Bon, là, on va pouvoir inclure cette diversité de logements dans un quartier. Donc, avoir des logements plus petits pour des étudiants, pour des jeunes couples, pour des familles, etc. Soutenir la rénovation énergétique, comme je disais. Faire des habitants des acteurs à part entière, finalement, il y a une forme de truc qui va au-delà de la concertation. Là, on est vraiment sur des acteurs. Les habitants ont un intérêt financier également. Ouais. ZAN, évidemment, comme je disais, puis accueillir de nouveaux habitants et inciter à le meilleur partage des ressources immobilières. Et en fait, quand on regarde tout ça, le potentiel à l'échelle de la France, après, il faut vraiment faire un carottage sur chaque collectivité, etc., pour le voir. Un logement en plus sur 1% des terrains individuels en France, on arrive à une production de 160 000 à 200 000 logements, juste avec 1%. Donc si on fait 2, c'est le double. Puis on peut avoir une logique aussi, on peut en faire 3 parfois. Donc en moyenne, il y a quand même un potentiel absolument considérable. Pour quasi finir, on a... Oui, c'est parfait, c'est à peu près le temps qu'il faut. Je vais montrer quelques exemples de projets à la fois qu'on a accompagnés et qu'on a ou d'autres qui me semblent vraiment assez parlants par rapport à ces sujets de densification douce. Un premier, la maison d'Alain et Annie, qui était une grande maison, qui sont achetées il y a plus de 35 ans. Les enfants sont partis. Alain, qui avait son cabinet de kiné dans la maison, cesse son activité, part à la retraite. Panique à bord quand ils sont venus nous chercher, notamment pour faire cette faisabilité. Il n'avait pas très bien prévu sa retraite de libéral. Il a regardé. Bon, il s'est dit, la maison est un potentiel. Elle est déjà trop grande, on fait plus de 200 mètres carrés. Pour deux, c'est un peu beaucoup. Et puis derrière, il faut l'entretenir, etc. Donc le projet a consisté aussi, en fonction de toute une analyse préalable, de différents scénarios d'un PLU, à diviser cette maison en 3 logements. Le corps principal de la maison reste celui de l'habitat des propriétaires. Le jardin n'est pas touché, on n'artificialise rien. Et en fait, ce qui était le garage devient un grand studio, en tout cas un grand studio qui fait à peu près une trentaine de mètres carrés, un beau studio avec un jardin, une double hauteur. Et ce qui était le salon devient un duplex T3. Ça, l'avantage, c'est que ça permet, donc pour les propriétaires, on est vraiment en zone tendue, c'est 2,5 fois moins cher. S'ils avaient acheté ça à côté, ils auraient payé 2,5 fois plus cher. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils possèdent déjà le foncier et c'est de la réno, donc on n'est pas sur du neuf à 100%, donc on est un petit peu moins cher. Et baisse des revenus, baisse des charges, la taxe foncière, le chauffage, l'entretien. Finalement, ils ne sont pas à chauffer toute la maison pour rien, entre guillemets. Il y a bien des gens qui y habitent. À peu près 30%, je crois, pour eux, c'est une baisse à 30 à 40% en termes de dépenses. Et le complément de revenu, ça va faire un petit complément de revenu, sans compter aussi l'intérêt, parce que pour faire le projet, il y a une donation du propriétaire, il y a tout un montage avec les enfants, avec leurs 2 filles, qui plus tard peut-être bénéficieront de ces appartements. Quelques photos du projet réalisé et de l'extérieur. Un autre projet où là on est sur un autre profil de propriétaires qui ont acheté une petite maison, donc c'est un propriétaire avec des enfants en bas âge, qui ont acheté une petite maison dans le but dès le départ d'y faire des travaux. Ils avaient l'intention de faire une extension, ils savaient que ce qu'ils achetaient c'était le site d'emplacement, le fait de pouvoir avoir un jardin. Et tant qu'à faire des travaux, peut-être en profiter pour se dire ajouter un appartement, c'est peut-être pas mal, ça nous ferait un peu de complément de revenus. Ça se trouve, un jour, en cas de coup dur, on pourra le vendre. Notre enfant, quand il sera plus âgé, quand il sera ado, il pourra peut-être l'utiliser, etc. Et donc le projet est relativement simple, ça consiste à surélever la maison à partir du socle existant et ajouter un logement qui a son entrée indépendante depuis la rue. Donc il y a un logement locatif aujourd'hui. Donc pareil, là on est quasiment sur... il n'y a pas d'artificialisation, on est sur de la surélévation. On est sur une rénovation en plus très performante. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plan économique, le logement, il a coûté finalement, évidemment, c'est un peu plus cher, 25% plus cher que s'ils n'avaient pas fait. Mais par contre, ça couvre 65% de leur mensualité d'emprunt global. Donc finalement, et s'ils le revendaient demain, ils pourraient quasiment tout rembourser. Donc c'est assez intéressant aussi du point de vue économique.
Voilà quelques images du projet. Deux autres projets à titre d'exemple. Celui-ci, donc c'est Atelier de l'Ourcq, c'est de l'habitat participatif. C'est ce que aussi permet le pavillonnaire, parce que sur un grand terrain de 5000 m², 5 habitants participatifs peuvent pas vraiment, sauf si on est vraiment au milieu rural, mais le pavillonnaire permet aussi cette redistribution de la propriété auprès de différents acteurs et offre des opportunités à faire des choses. Et là, on est sur du coup 6 logements participatifs entre 6 familles à Romainville, où on voit donc il y a 2 logements ici et un jardin partagé et un potager à l'étage. Je trouve que c'est un projet qui pour moi est assez exemplaire aussi dans cette espèce d'hybride entre du collectif, de l'individuel et la manière de faire évoluer des quartiers pavillonnaires. Il y a un autre projet là en l'occurrence en Allemagne que je trouve aussi assez intéressant du point de vue de ce que peut être le pavillonnaire. C'est une maison pour 3 familles, donc 3 générations, qui en fait ressemble de l'extérieur à une grande maison, donc qui ne choque pas, entre guillemets, dans le paysage du lotissement ou du pavillonnaire, et qui montre qu'en fait, il y a peut-être différentes manières de vivre dans ces quartiers. Alors pour finir, l'enjeu maintenant, c'est comment passer à l'échelle, comment est-ce qu'on le, non pas systématise, mais en tout cas, comment est-ce qu'on facilite, comment est-ce qu'on rend les choses peut-être plus faisables. Nous, on a identifié un peu 3 grandes thématiques. La première, c'est que ces maîtrises d'ouvrage, qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas des promoteurs, elles ont absolument besoin d'une ingénierie pour les accompagner. Notamment parce que ce n'est pas l'autoconstruction à 100%, on ne construit pas pour soi-même, on construit aussi pour des tiers. Donc ça engage une responsabilité du point de vue du respect des normes, ne serait-ce que des normes de sécurité basiques. Donc faire des choses un peu n'importe comment, n'importe quoi, en fait, il y a vraiment un enjeu d'ingénierie, y compris sur le plan juridique. Donc l'architecte a un rôle vraiment aussi très important à jouer, je pense, là-dessus, sur le plan juridique, mais également sur le plan spatial. Il y a un code de l'urbanisme, je pense, vraiment à toiletter, très fortement. Des PLU qui ne sont pas adaptés, qui sont plutôt dans le mimétisme plus que dans l'idée de transformation. On constate énormément, nous, avec l'application qu'on a réalisée, c'est que il y a énormément de freins aujourd'hui dans les plans locaux d'urbanisme, notamment sur les exigences de places de stationnement. Il y a des enjeux aussi à travailler sur des enjeux de mutualisation, des places de parking notamment, qui est un frein majeur pour pouvoir réaliser des petites opérations de densification sur des tissus pavillonnaires. Et une fiscalité et des participations à repenser. C'est-à-dire, en fait, il faut que ces projets puissent contribuer de manière équilibrée et juste aux besoins de la collectivité. La taxe d'aménagement aujourd'hui, notamment, ce qui finance les travaux, et notamment quand on est dans les logiques de ZAC avec des participations ou des taxes d'aménagement majorées, ça permet de financer les écoles. Il faut imaginer une participation qui puisse permettre, en fait, des choses qui puissent aussi intéresser les collectivités du point de vue fiscal. Et il y a également une fiscalité du particulier à revoir sur un certain nombre de choses. On en parle beaucoup aujourd'hui avec les sujets de location meublée, la proposition de la députée Lemeur sur la transformation de la fiscalité locative. Il y a beaucoup de fiscalité qui n'est pas adaptée par rapport à des projets, notamment comme ça, tout pousse au meublé aujourd'hui. Je trouve que ce n'est pas forcément une très bonne chose. Et la fiscalité peut être assez lourde ou confuse. Enfin, on a également pensé à l'échelle d'un quartier. C'est vraiment mes derniers slides. Donc, accompagner la transformation à travers un opérateur plus global. C'est-à-dire qu'on peut se dire, effectivement, la problématique, c'est que c'est plein de petites transformations, un peu de chacune dans leur coin, et que ça ne fait pas un projet commun. Que ça peut poser des problématiques, notamment de stationnement, de réseaux saturés, en tout cas des externalités négatives. Et donc, on a fait un travail avec Grand Paris Aménagement, qui est un aménageur d'État de premier plan, qui a la force notamment d'innovation, qui a une cellule d'innovation en son sein, sur la manière dont on peut accompagner la densification de ce pavillonnaire, y compris sur d'autres volets. C'est-à-dire qu'en fait, ça pose la question du volet mobilité. Comment est-ce qu'on, petit à petit, on se débarrasse de la voiture, on diminue la place de la voiture dans ces quartiers. Donc ça nécessite pour ça peut-être de penser au service, parce que si on prend sa voiture, c'est parce qu'on a besoin de sa voiture pour faire des courses, pour aller un peu à la pharmacie, à l'école, etc. Donc comment est-ce qu'on ramène un peu plus de services qui permettrait déjà de diminuer le besoin en voiture,
Et puis, comment est-ce qu'aussi on pousse un peu plus de mobilité douce et de mobilité partagée. Et donc, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place, donc avec un dispositif qui s'appellerait qui est encore en définition, peut-être le SRP, donc qui serait le secteur de renouvellement pavillonnaire, qui serait une sorte de dérivé de la ZAC, mais sans tous les outils de la ZAC, parce qu'il n'y aurait pas de maîtrise foncière. Je pourrais rentrer dans les détails a posteriori. Mais en tout cas, la volonté d'un aménageur qui est vraiment de travailler sur ces tissus existants en les améliorant et en accompagnant la densification avec plusieurs dispositifs. Donc, ce sera un secteur qui serait d'initiative publique par la collectivité, initiée par la collectivité en accord avec elle, évidemment, qui intégrerait l'allègement de certaines règles PLU, notamment pour avoir des choses plus adaptées à la réalité de terrain pavillonnaire aujourd'hui. Des outils de maîtrise foncière ponctuels, notamment pour implémenter des services de proximité, un dispositif d'accompagnement d'ingénierie auprès des porteurs de projets, et puis toute une réflexion également sur la partie fiscalité des participations ad hoc pour financer les équipements, les écoles, les services publics, et travailler sur l'aménagement plus global du quartier. Et donc c'est un dispositif qui devrait voir le jour, enfin partir en expérimentation, qu'on devrait expérimenter je pense dans quelques semaines. Commencer à expérimenter. À Paris. On est dans le 78. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions? Qui a des questions? Une question un peu technique. Lorsqu'on fait des surélévations, pardon, il faut vérifier si la statique du bâtiment, et en particulier les fondations, sont compatibles. Vous le faites? Oui. Nous, dans notre mission d'AMO, c'est des choses qu'on chiffre. C'est-à-dire toute la partie diagnostic. Une surélévation n'est pas toujours possible, évidemment, par rapport à la question des fondations. Surtout, c'est pas tant. Il y a l'autre sujet au-delà de la surélévation, c'est aussi des sujets juridiques, notamment du code de la construction de l'habitation, du CCH, qui fait que deux logements superposés, on passe assez vite, si on a une même cage d'escalier, par exemple, on passe assez vite dans la catégorie BHC, donc bâtiment d'habitation collectif. Auquel cas, par exemple, si on veut faire 2 appartements, on est obligé d'avoir une cage d'escalier équivalente à celle d'un BHC, donc on peut passer un brancard, etc. Donc ça prend des places considérables. Donc la surélévation, ça va dépendre aussi de plein de facteurs, quoi. Il y a le facteur technique, il y a le facteur capacitaire du bâtiment, et le facteur également juridique, la capacité PLU d'abord, et ensuite compatibilité avec le CCH. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui, une question plutôt sur l'approche urbanistique, notamment sur ce que vous venez de montrer. Sur ces opérations d'ensemble, comment est-ce que vous imaginez aussi ou projetez justement les différents services qui peuvent être nécessaires? Voilà, ça peut être des besoins scolaires, ça peut être alors vous avez parlé de mobilité, mais ça peut être aussi éventuellement des espaces verts. Voilà, comment anticiper justement cette question du point de vue urbain de l'évolution des équipements pour accompagner cette densification? Alors c'est ce qu'on va tenter d'expérimenter, mais dans la phase de réflexion qu'on a eue sur ce dispositif, il y a eu à un moment donné l'idée de se dire finalement un PUP, donc un projet urbain partenarial pourrait très bien convenir. Parce qu'on fait participer le privé à hauteur de la participation pour la programmation d'un équipement, qu'il s'agisse d'une école ou de tout équipement public. La problématique du PUP, et étant donné la particularité de ces tissus, c'est qu'on n'est pas sûr combien de personnes vont être mobilisées, parce qu'en fait, c'est vrai que je parlais de la densification, ça ne concerne évidemment pas tout le monde, ça arrive à des moments de la vie, des moments clés, des moments où on achète, des moments où en fait on part à la retraite, des moments de la transmission. C'est pas une famille qui est très bien, elle ne va pas rarement s'engager dans un projet de densification au moment où elle n'en a pas besoin, où elle n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc la question, c'est qu'on ne sait pas en fait. Et la problématique du PUP, c'est que ça oblige derrière, si l'opération, enfin le projet d'équipement n'est pas fait dans un délai donné, à rembourser l'ensemble des personnes qui ont contribué à la caisse commune. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour tout opérateur ou toute collectivité. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de travailler sur une logique un peu de TAM, donc de taxe d'aménagement majorée, mais adaptée vraiment spécifiquement à ces opérations, parce que le problème de la TAM, c'est que quelqu'un qui va faire sa véranda va y être
juste sans créer le logement, va y être assujetti, il va payer 20 ou 25% de taxes d'aménagement supplémentaires sur quelque chose qui ne crée pas de valeur à proprement parler, en tout cas de revenus. Et ensuite, l'idée, sur la question des équipements, la problématique qu'on a, c'est que c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. C'est des zones qui ne sont pas encore assez denses pour faire vivre un commerce. Il faut à peu près 800 personnes pour faire vivre une boulangerie. Donc, pour avoir une rayon de chalandise suffisant, il faut d'abord densifier. Mais le problème, c'est que si on densifie et qu'on n'a pas d'équipement, etc. Donc, moi, je crois beaucoup au modèle plutôt un peu progressif. Notamment, par exemple, de premiers systèmes qui seraient un hybride entre le commerce Internet et le commerce physique. Le fameux, par exemple, point relais, où en fait, on va chercher ses courses à côté de chez soi, où on a juste peut-être des casiers dans un premier temps. Ces casiers, ensuite, peuvent amener à une petite supérette ou à un micro-service supplémentaire, où on peut réunir un certain nombre de choses. Donc, y aller de manière un peu incrémentale, on va dire, comme finalement l'urbanisme pavillonnaire se fait, c'est-à-dire de manière un peu incrémentale, au fur et à mesure du temps. Je pense, après, sur la question des écoles, dans un premier temps, ça va être effectivement un sujet, mais la participation, je pense, ça va être à peu près la même logique que sur une ZAC, a priori, 100 € par... je crois que c'est une personne, enfin, un logement sur... J'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, il y a encore une réflexion à mener là-dessus. Et de toute façon, les écoles, souvent, quand les quartiers sont devenus avec une population âgée, il n'y a plus personne dans ces écoles. Et c'est justement une bonne chose s'il y a des nouveaux habitants et qui remplissent à nouveau les classes. Et c'est ça qui cherchent souvent les maires, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui. Oui, Guillaume Equilbert, architecte urbaniste. Je voulais revenir 2 secondes sur les exemples que vous avez gérés, développés, où c'est peut-être un modèle un peu... Non, mais c'est bon, pas forcément, vous allez voir, la question est assez simple. Vous aviez un exemple qui était évolutif, soit avec un petit studio devant la maison, soit un logement, ou à la fin, 2 logements sur la maison et le studio. Et du coup, vous arrivez à 4 logements. Alors, les besoins en stationnement sont peut-être mineurs, mais c'est quand même, ils sont quadruplés a priori. Et donc, comment vous le gérez? Alors, si on regarde du point de vue sur les besoins en stationnement, ce qui est le frein majeur, hein, comme je disais, sur les sujets de densification, il y a plusieurs réponses à ça. Donc, là, on est vraiment sur des zones assez tendues, où on était sur l'opération, par exemple, des 3 logements avec pour les propriétaires occupants Alain et Annie. On était à 0,5 places par logement, exigé réglementairement. Donc, si on avait pris la maison en plus, il aurait fallu faire 2 places. Parce que la maison individuelle était arrondie à 1. Donc, pour faire l'opération, là, on a un peu feinté. En fait, feinté. On a joué sur le juridique, c'est-à-dire qu'on a fait une division, mais sans que ce soit une procédure de lotissement, avec une donation en nue propriété aux enfants. Ce qui fait que le bien constituait une nouvelle propriété, donc une nouvelle unité foncière au regard de l'instruction de la demande d'autorisation. Et donc, 0,5 places x 2 égale 1 place, donc on a effectivement une place devant. Sur le projet à Malakoff, on était à peu près dans les mêmes dispositions. Mais après, ce qu'on a tendance à faire par rapport à ça, c'est pour ça que de travailler avec Grand Paris Aménagement, il est vachement intéressant. Je pense qu'un des premiers trucs à faire, c'est de mutualiser les espaces de stationnement, d'avoir de l'acquisition foncière pour ça. Mais il y a dans le code de l'urbanisme, un certain nombre de dérogations qui permettent soit d'acquérir une place dans un parc privé ou public, dans un rayon donné, mais qui est fixé par le PLU, qui est très variable en fonction du PLU. Donc ça, c'est le premier truc qu'on dit aux propriétaires. Essayez de chercher si vous voyez des places à acheter avant de commencer tout projet. Déjà, ça nous libérera d'un poids. Sinon, il y a la possibilité de demander une dérogation si on passe, par exemple, par du loc avantage. Donc, c'est un dispositif, donc on peut coupler. Donc, un particulier, par exemple, peut faire du logement social. Il est éligible au prêt locatif social, donc PLS, qui peut contracter. Il y a 5 banques redistributrices et qui peut mixer avec un dispositif qui s'appelle loc avantage, donc qui est un dispositif fiscal spécifique dont on connaît pas très, dont on parle assez peu finalement, mais qui est assez intéressant. Et là, du coup, avoir les taux des exigences pour le logement de places de stationnement pour le logement social. Donc avoir un peu moins, voire tout simplement de la dérogation si par exemple on est à 500 mètres d'une gare. Donc on utilise un peu des outils à disposition.
Non, vous avez tout à fait bien répondu. Je vous remercie. C'est juste que du coup, comme vous êtes en première couronne parisienne, vous partez sur du 0,5. Alors nous, à Strasbourg, on va avoir, sans aller, nous 0,5, c'est que pour le LLS, etc. Mais non, je posais ça par rapport à des communes mosellanes, des communes vosgiennes, où la base, c'est 2 places par logement. Du coup, dans le cadre du projet, avec finalement 4 logements de sortie, ça voudrait dire 8 places de stationnement, mais visiblement, vous saisissez bien et vous avez déjà vu le sujet. Voilà, non, c'était juste ça. Bonjour, Damien Warnant de l'Agence territoriale d'ingénierie publique. J'avais juste une question par rapport à la sous-occupation. Je me demandais sur base de quels critères vous définissiez qu'un logement était sous-occupé. Il y a des critères de l'INSEE là-dessus, c'est à partir du moment où il y a plus de 2 pièces par rapport au nombre d'occupants. Plus de 2 ou 3 pièces par rapport au nombre d'occupants. Si on a une personne et qu'il y a 3 pièces, on va considérer que le logement est sous-occupé. C'est des critères. Et les données là proviennent, en fait, c'est toute une série que vous pouvez trouver sur l'INSEE assez facilement, qui s'appelle, c'est la série PRINCE, P-R-I-N-C, qui pour chaque commune, qui a aussi à l'échelle IRIS, et on peut retrouver donc l'ensemble des données sur le nombre d'occupants, le nombre de pièces par ménage, etc., où il y a vraiment, c'est assez riche là-dessus. Du coup, c'est purement quantitatif, on ne se soucie pas de la manière dont les gens vivent ou... Non, effectivement, ça c'est vrai que c'est des données, c'est purement quantitatif, quoi. C'est la surface ou le nombre de pièces rapportées à la taille du ménage. Moi, j'aimerais bien parler sur la motivation de faire. Là, les cas que toi, tu as eus dans les projets, c'est des gens qui viennent vers toi, si j'ai bien compris. Oui. Comment une commune peut organiser quelque part des réunions, tout ça, comment ça marche? Moi, j'ai deux exemples en tête. Une, c'est la ville de Tübingen qui a engagé des médiateurs, des accompagnateurs qui font des réunions publiques et après rencontrent toutes les propriétaires qui veulent bien. Ils ont soit la possibilité, ils ont fabriqué, ils ont construit des maisons de retraite qui ont des chambres pour les enfants, qui ont des jardiniers hautes, des choses comme ça. Soit les gens ils veulent vraiment plus vivre là où ils sont parce qu'en fait c'est devenu trop lourd. Soit ils les accompagnent exactement de faire ce que toi tu fais avec eux. Du coup, la ville, elle a moins de routes à payer, moins de transport public à payer. Et arrive effectivement, en fait, ça vaut assez bien pour eux le coût des aménageurs, des accompagnateurs. Et le deuxième exemple, c'est pas exactement la même chose, mais Muttersholtz, le maire de Muttersholtz, en fait, ils ont regardé toutes les vacances au sein de la Muttersholtz, c'est près de Sélestat. Ils ont regardé tout dans le village, toutes les vacances. Ils ont écrit à tous les propriétaires des lieux vacants et ils les ont invités à faire des réunions avec un notaire pour tout ce qui est problématique héritage, un architecte pour tout ce qui « Ah non, mais acoustiquement, je ne peux pas faire. Ah, ils vont passer devant ma fenêtre. » Régler toutes les problématiques architecturales et aussi de dire « Ok, est-ce qu'on peut surélever, par exemple, des choses comme ça ?» Et une troisième personne de la municipalité qui, elle, était au courant de toutes les aides. Et ils ont créé 31 logements avec ça, dans cette minuscule commune de Muttersholtz. Énorme. Ils ont gagné et ils ont une forte pression chez eux. Beaucoup de gens veulent vivre chez eux. Du coup, c'est tout à fait faisable en France d'organiser un accompagnement municipal pour faire différemment. Si vous voulez, on voulait entendre plus, on a sur notre YouTube un interview avec Monsieur le maire Patrick Barbier. Et toi, peut-être, tu as encore d'autres choses à dire. Effectivement, la collectivité a un rôle à jouer. Nous, c'est ce qu'on va faire avec l'aménageur dont j'ai parlé, justement de travailler sur la mobilisation, l'animation aussi du quartier, en tout cas pour aller chercher les propriétaires. Je pense qu'il y a plein de mixtes à faire parce qu'effectivement, alors les logements vacants, ça dépend où. Mais il y a des outils qui existent. Je pense à l'outil Zéro Logement Vacant qui a été créé par la DGLN, qui est une start-up d'État, donc un outil à disposition des collectivités pour identifier
et contacter et mobiliser les propriétaires de logements vacants pour les remettre sur le marché. Donc il y a vraiment des choses, des vraies démarches qui vont dans ce sens-là. Et l'ensemble peut être un peu combiné, c'est-à-dire c'est comment est-ce que, in fine, on utilise mieux l'existant, les ressources qu'on a. Ça nécessite d'aller chercher les propriétaires, ça nécessite de les accompagner. Et je pense à des dispositifs. Après, il y a, par exemple, on a un partenaire, enfin en tout cas, Vie Vivante, qui travaille beaucoup, qui a fait un travail à Périgueux, sur du BIMBI, alors beaucoup sur de la division foncière pour aller chercher justement à éviter de faire un lotissement, mais trouver les ressources au sein de l'espace existant, qui propose un dispositif d'accompagnement, qui va faire une réunion publique. Nous, on avait fait une expérimentation également, on avait fait une réunion publique, on a boité chez les gens. Donc il y a vraiment des dispositifs à construire. Donc là, c'est vraiment pour nous l'objectif, notamment avec Grand Paris Aménagement, c'est d'aller plus loin, en mobilisant aussi des opérateurs comme Action Logement, avec des solutions très opérationnelles en matière d'exploitation, en matière de solutions de financement des banques. Voilà, c'est aussi un peu mobiliser des acteurs qu'on peut avoir du mal à mobiliser de manière un peu classique sur du projet, si c'est juste une collectivité, quoi. Merci beaucoup.